Bonjour et bienvenue à Radio Bidon. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu ni parlé. Mille excuses, il s'est passé plein de choses depuis ce temps-là. C'est vrai, il s'est passé le Giro d'Italia, le Critérium du Dauphiné, le Tour de Suisse. Mais notre silence, là, c'était pour prendre quelques pas de recul puis vous revenir avec 6 épisodes en or. Une collaboration avec FlowBikes, le diffuseur officiel du Tour de France 2021. Donc, 3 épisodes avant le Tour, dont celui-ci qui est le premier, et 3 épisodes pendant le Tour, lors des 2 jours de repos et lors de la dernière étape du Tour de France. FlowBikes, si vous ne le saviez pas encore, bien évidemment, là, c'est le diffuseur du Tour, mais aussi de plein d'autres épreuves, dont Paris-Roubaix qui aura lieu très bientôt, qui a été remis. Il y a aussi les championnats du monde sur route et aussi les Coupes du monde de cyclocross qui sont diffusées sur FlowBikes ainsi que la Vuelta d'Espagne. Donc, plus qu'une seule course pour cet abonnement-là, une super belle collaboration. On remercie toute l'équipe de FlowBikes. D'ailleurs, suivez-nous sur nos réseaux sociaux parce qu'on va faire tirer des abonnements très bientôt. Et si jamais le goût vous prend de vous abonner dès maintenant, faites-le en allant sur flowbikes/radio bidon en un seul mot, donc pas de trait d'union, rien de tout ça. Donc flowbikes.com/radio bidon. On va faire afficher l'adresse à l'écran et vous pourrez aller vous abonner. Maintenant, j'accueille, comme d'habitude, des collaborateurs parce que même si je parle beaucoup, j'ai l'impression d'aimer ça monologuer, là, mais pas tant que ça non plus. Alors, avec nous, l'analyste officielle à FlowBikes, Audrey Lemieux est là. Bonjour Audrey. Salut David, salut Charles. Et Charles Estigui, justement, que Audrey vient de présenter. Bonjour Charles. Salut à vous deux. Donc, on va parler de cette fameuse grande boucle. C'est une grande boucle qui devait débuter normalement à Copenhague et qui finalement va commencer en Bretagne, un an plus tôt que prévu. Donc, et 4 étapes bretonnes. C'est un tour qui est plus pyrénéen qu'alpin aussi si on le compare au précédent. Seulement 3 arrivées au sommet. Un doublé historique sur le Mont Ventoux qui rappelle un peu celui de l'Alpe d'Huez en 2013. Assez peu d'étapes de véritables plats, mais des étapes qui menacent, comme on va voir, là, de virer au coup de bordure ou alors où on pourra voir peut-être des attaques de baroudeurs selon évidemment les vents, tout ça et comment le peloton va décider de se comporter. On est loin du petit prologue ici pour commencer. Le départ de Brest et les 2 premières étapes bretonnes sont loin d'être plates. On a 2600 mètres de dénivelé positif la première journée avec un final de puncher pour une belle bosse avec un début à la fin pour un début à 14% de cette bosse-là. La deuxième journée, Audrey, avec un final sur le mur de Bretagne auquel on est maintenant habitué. À quoi on s'attend pour cette étape-là? C'est sûr que ça va être une finale parfaite pour un puncher. Ça va terminer dans le mur de Bretagne. Les premiers kilomètres de ce mur de Bretagne-là sont au-dessus de 10%. On a du 10,1%, du 9,5% d'inclinaison. C'est court, mais ça va être pour les punchers. Et ça va être le début du Tour de France. Donc, ça va vouloir se bagarrer pour justement, en tout cas, la première étape, même chose, un beau final pour puncher. Ça va se bagarrer pour gagner l'étape, mais aussi aller chercher le maillot jaune dès le début du Tour de France. Fait que ça, c'est quand même alléchant là, pour les punchers. Est-ce qu'on va voir, on devrait pas voir quand même là, les principaux là, prétendants au classement général déjà bataillés ou si on peut aller grappiller quelques secondes dans ce mur de Bretagne-là puis ça peut valoir la peine? Ça dépend. C'est sûr que connaissant Primoz Roglic, qui est capable de vraiment puncher à la fin, c'est sûr que s'il est là, il va aller chercher ses 10 secondes en bonification à l'arrivée. Par contre, c'est sûr que les punchers, on les connaît. Hein? On sait que Mathieu Van Der Poel va être là. Wout van Aert, Hirschi, c'est pas le Hirschi de l'année passée, mais en tout cas quand même. Puis Alaphilippe, c'est vraiment des arrivées pour eux. Je pense que c'est eux qu'on va voir davantage. Mais en tout cas, c'est sûr que ça me saute aux yeux. Un Primoz Roglic, s'il est là à la fin, il va y aller pour les secondes en bonification. Il est capable de presque de gagner des arrivées, pas au pur sprinter, des arrivées massives au sprint, là, mais quand ça punch, là, Roglic est assez fort aussi. Ça va être intéressant à voir. Puis c'est une belle étape, on commence à y être habitué, on y est habitué là, à ce fameux mur de Bretagne. Il se passe toujours quelque chose là, d'intéressant.
à la troisième étape. On les passe rapidement, hein, puis c'est ça l'objectif de cet épisode-là, là, c'est de vous donner le goût du tour, de faire un peu un tour d'horizon justement de comment ça va se passer. L'étape 3, bon, on est entre Lorient et Pontivy, probablement une étape de sprint là. Étape 4, entre Redon et Fougères, pas plat, mais probablement que les équipes de sprinteurs vont s'essayer, vont essayer de contrôler et revenir on va probablement avoir droit à un sprint massif et ce sera la fin des 4 premières étapes bretonnes. Par la suite, c'est le premier contre-la-montre individuel, hein, c'est 27 km, puis ça concorde avec la levée des mesures sanitaires en France. Donc, on risque d'avoir droit à la première étape du tour à ce moment-là avec un public. Donc, ça va être quand même fort agréable de retrouver le public sur les routes du Tour. Par la suite, encore peut-être probablement là, une épreuve pour sprinter entre Tours et Châteauroux. Et Charles, à l'étape numéro 7, ça commence à grimper pour vrai. Ça commence à grimper, c'est l'étape Vierzon-le Creusot et pour les amateurs de musique française classique, c'est bel et bien le Vierzon de Jacques Brel, de la chanson Vesoul. J'ai fait mes recherches. Il y a peut-être un élément sur ce qu'on vient de dire. Il y a le vent qui va être à considérer dans tout le secteur, dans tout le secteur breton. On verra bien ce que ça va donner contre la montre, tout ça, effectivement. On commence à arriver, comme tu disais, à l'étape 7, à quelque chose d'un peu plus excitant, mais ça, en analysant l'étape 7, j'ai réalisé que c'était peut-être le tour type auberge espagnole. C'est vraiment les coureurs qui vont déterminer. C'est pas tant le parcours que les coureurs qui vont déterminer si ça va être excitant ou soporifique. Ça peut être parfaitement dormant. Ça m'étonnerait parce que dans les dernières années, on est habitué aux étapes, même ce qui n'est pas de la haute montagne, devenait intéressant parce que les coureurs tentent des coups à des endroits imprévus. Parce que le calendrier est ce qu'il est aussi. C'est très, très, très resserré. Il y a il y a des coureurs qui ont fait le choix de ne pas aller aux Olympiques, de se concentrer sur le tour. Donc, ça commence à grimper. On va voir. Il y avait un contexte les années précédentes aussi, on savait jamais si le tour allait se terminer cette journée-là ou non. Là, effectivement. Là, on a un bon indice que ça va se rendre jusqu'à la fin. Là. Ça pourrait être la première étape où on va voir là, les leaders des équipes se manifester un petit peu plus. Reste à voir. On se déplace à ce moment-là. On sera rendu au sud de Paris, tranquillement en route vers les Alpes. Ouais, et c'est quand même un passage là, très cassant. Il y a le Morvan, puis très long aussi, hein, cette septième étape-là, 248 km, là, La plus c'est longue. quand même assez costaud. Ça pourrait être. Ouais, c'est la plus longue. C'est la plus longue en 21 ans, quand même. Ouais. Fait que ça va être usant. À la huitième étape, on continue. Hein, encore, c'est probablement, comme on le disait, c'est le premier contact avec les vraies montagnes, donc ponctué de plusieurs grosses ascensions. Avec la Colombière, entre autres, là, donc qui devrait être chaudement disputée. Il y a on le disait tantôt, il n'y a pas beaucoup d'étapes qui finissent en altitude, mais il y a beaucoup d'étapes qui finissent avec des longues descentes. J'ai hâte de voir juste avant, et puis du plat, parfois ça remonte un petit peu, donc j'ai hâte de voir ça. Par contre, à la neuvième étape, là c'est un peu un retour sur Tignes, parce que vous vous souviendrez qu'en 2019, là, il y avait eu un méga orage, puis on avait dû interrompre la course, là, donc on s'était jamais rendu à Tignes. Et là, on va y avoir droit. À la dixième étape, là, Albertville-Valence, là, on va avoir passé 2 jours dans les Alpes. Puis il va y avoir eu une journée de repos. Donc là, on quitte le massif, on s'en va. Donc ça va être pas de grosses difficultés, mais on a hâte de voir là, qu'est-ce que ça va donner. Probablement, moi, c'est mes étapes favorites. Là, c'est les étapes de baroudeur où ils s'essayent des choses, où c'est les débuts d'étape qu'on voit pas souvent aussi, où il y a 150 personnes qui essayent de se sauver les unes en arrière des autres, puis finalement, elles sont toujours reprises jusqu'à ce que le peloton décide que la composition de l'échappée fait son affaire, là, puis qu'on les laisse partir. Et ensuite, Audrey, c'est le doublé historique. À l'étape 11, on va monter le Mont Ventoux 2 fois. Rien que ça. Oui, pas une fois, 2 fois. C'est une étape qui frôle le 200 km, c'est 198,9 km. 2 fois le Mont Ventoux, et ça va être dans les 100 derniers kilomètres.
Alors, c'est quand même à prendre en considération. Les premiers 75 km de cette étape-là sont loin d'être plats, mais l'action devrait commencer au 3e col de la journée, col de première catégorie qui arrive au 83e kilomètre, le col de la Liguière. C'est là que l'action devrait commencer. Ensuite, ben là, ça va être les 2 ascensions du Mont Ventoux. C'est un petit peu plus long la première ascension. La deuxième est moins longue, mais beaucoup plus raide. C'est vraiment, vraiment, vraiment intense. Là, on parle de les 3 premiers kilomètres sont à 10%. Ensuite, on se rend jusqu'à Chalet-Renard. Chalet-Renard, il n'y a plus de végétation. On continue de monter. C'est vraiment là, on va voir un changement de climat. Ça s'en va très haut. Ensuite, ben, les 2 derniers kilomètres du Mont Ventoux sont à 9,5% d'inclinaison. C'est sûr à 100% que les coureurs du classement général vont tout donner. On se souvient aussi qu'en 2013, ben, c'était la dernière fois que ça s'était rendu au sommet. C'est Froome qui avait remporté en solo devant Nairo Quintana et Mikel Nieve. En 2016, on se rappelle, c'était toute une étape. C'est Thomas de Gendt qui avait gagné. On n'était pas allé jusqu'au sommet. Cette fois-là, ça se terminait au Chalet-Renard parce qu'il y avait vraiment des vents très forts. Puis là, à ce moment-là, en 2016, c'était à 130 km/h. Puis c'est également la fameuse étape que Chris Froome avait dû prendre un vélo de rechange et qui avait couru à côté de son vélo. Donc, ça risque d'être assez enlevant cette étape-là. Et attention à Miguel Angel Lopez parce qu'il vient juste de remporter le Mont Ventoux Dénivelé Challenge le 8 juin dernier. Puis il a même il a même fait un nouveau record d'ascension. Fait que c'est sûr que lui, il va être à surveiller. Mais grosse étape, la 11e étape, un gros spectacle, ça, c'est sûr. J'ai regardé ça, puis encore là, ce que je trouve intéressant, c'est un peu ce que je relevais tantôt, c'est on finit en descendant vers Malocène 2 fois. Donc, on monte par saut, comme tu le disais, c'est la montée la plus longue, mais la moins difficile, la moins pentue, on va dire ça comme ça. Alors, on s'en va, on redescend vers Malocène, donc il y a un autre village, puis après ça, on revient à Bédouin. Et là, de Bédouin vers le sommet, c'est la montée classique là, à laquelle on est habitué là, du Mont Ventoux. Et comme j'aime faire du col dropping, je vais non seulement je vais pas me contenter de faire du col dropping, mais j'ai fait la montée depuis Bédouin. Par Bédouin. Je me suis procuré tout en haut. Oui, par Bédouin, exactement. Je me suis procuré la petite borne ici. Et donc, quand on le fait par Bédouin, on arrive à Chalet-Renard encore une fois. On arrive en haut à l'observatoire, on redescend. Et là, c'est une descente complètement kamikaze. Ce sont des rampes, extrêmement longues et extrêmement pentues vers Malocène aussi. Moi, j'ai eu peur de manquer de frein à quelques reprises en descendant ça. J'ai hâte de voir parce que là, ça va être la gang. Là, là, vous arrivez en haut. Les premiers qui arrivent en haut, ça va descendre à fond de train. Puis ensuite, il y a comme on contourne en fait le Mont Ventoux. Puis il y a un dernier petit col qui s'appelle, je crois, le col de la Madeleine. Là, si ma mémoire est bonne, là, c'est comme un autre col de la Madeleine. Puis qui est pas très gros, mais ça va rouler très fort en bas sur ce plat-là, puis ces petites montées-là, au village de Bédouin, de Malocène, pardon, de Bédouin, puis après ça, avant de remonter, c'est ça que je veux dire, donc, puis de redescendre et finir vers Malocène. Donc, cette dernière descente-là va être vraiment épeurante. Je suis vraiment curieux de voir ça. Et tout à l'heure, je disais que c'était une étape où les coureurs du classement général allaient vraiment être actifs. Mais en haut du 2e passage du Mont Ventoux, il y a aussi des points bonus. Donc, pour les 3 premiers, ça va être 8 secondes en bonification, 5 et 2 secondes. Donc, si quelqu'un attaque, disons, dans les 2 derniers kilomètres, creuse un écart, va chercher les secondes en bonif, fait la descente devant, puis il y a des secondes en bonification à l'arrivée aussi, 10, 6, 4. Donc, ça peut être super payant là, pour les coureurs du classement général, fait que ça devrait être assez excitant. J'aime ça, les bonifs. Moi, je sais pas si vous aimez ça. Moi, je trouve que ça rajoute un peu... ça rajoute du piquant à la course. Ça donne le goût d'être le premier, tu sais, à ces endroits-là. On est moins attentiste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Complètement. Le même principe existait déjà dans d'autres courses et pour d'autres classifications. On parle souvent de la course dans la course. Il y en a une qui s'ajoute avec les bonifications de temps. Je trouve que c'est un très bel ajout. Puis parlant des autres classifications, le Ventoux 2 fois va être payant pour celui qui va être à la chasse au maillot à poids. Très bon point. Fait que la course dans la course risque... parce qu'on est quand même juste à la 11e étape et on n'est pas encore rendu dans les Pyrénées où il y a quand même des trucs à grimper là aussi un peu plus tard.
Un peu, un Un peu. peu, un peu. Charles, un peu. Charles, les étapes 12 et 13, vraiment des étapes pour les baroudeurs, je pense, hein, des étapes favorables aux échappées. Ouais, tout à fait. Puis des étapes des étapes sur la plaque. C'est drôle parce qu'en lisant le dossier de presse, il y a toujours le commentaire de Christian Prudhomme pour chacune des étapes. Puis dans certaines étapes, c'est le Tourmalet, c'est le Ventoux, mais là, les commentaires sont sur les villes du patrimoine de l'UNESCO et sur les arènes romaines parfaitement conservées. Fait que c'est pas nécessairement pour le décor ou pour le parcours comme tel que ces étapes-là vont être intéressantes, mais sans aller sur les favoris de la course, on se gardera ça pour une autre discussion. Il y a beaucoup de leaders d'équipe qui ne sont pas des leaders, des contenders au classement général. Donc, ce genre d'étape-là, 12 et 13, euh, va être parfaitement, tu sais, ça va être les étapes à viser pour ces genres de coureurs-là, desquels on parlera plus tard. Ok. Mais donc, et ça se fait sur la Oui, côte. c'est le prochain épisode. Voilà. Sur la côte, là, grosso modo, entre Montpellier et Perpignan, le vent peut jouer des tours si les vents de la Méditerranée se lèvent, juste avant d'arriver là où ça va devenir encore plus intéressant dans les Basses-Pyrénées puis éventuellement les Hautes-Pyrénées. Exact. Avec la 14e étape, donc, qui nous amène entre Carcassonne et je ne sais pas si on dit Quillan ou Quillan, mais je veux dire Quillan parce que c'est comme ça qu'instinctivement je le prononcerai. Une arrivée en plaine, mais on a le col de Montségur, le col de la Croix-des-Morts, le col de Saint-Louis. Donc vraiment, là, on commence à être dans le sérieux, là. Ensuite, la 15e étape, entre Céret et Andorre-la-Vieille, dans la principauté d'Andorre, on va être chez Michael Woods, donc parce qu'il habite maintenant presque toute l'année, pas l'hiver en fait, l'hiver, il nous disait qu'il habite toujours à Gérone parce qu'il fait trop fret pour rouler à Andorre, mais que l'été et le reste de l'année, il habite là-bas pour pouvoir faire de la haute montagne, donc on va avoir droit à un beau spectacle là-bas aussi. Par la suite, l'étape 16, le 13 juillet, entre le pas de la case et Saint-Gaudens. Là, ça va peut-être être, selon les analystes, là, un jour off, entre guillemets, pour les prétendants au classement général. Il y en a quand même le très beau col de Port et le col de la Corre qui sont pas. Je dis que ça va peut-être être des journées off pour le classement général parce que c'est pas des cols extrêmement difficiles, puis c'est peut-être pas là que on peut faire la différence. Mais bon, tout se peut, comme disait l'autre, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Et ensuite, Audrey, étape 17, là, on arrive dans du vrai de vrai sérieux. C'est sûr que l'étape 17, ça va être une solide étape. En plus, on se dirige, on est dans la 3e semaine, il va y avoir de la fatigue qui va être accumulée dans les jambes des coureurs. Il y a encore des choses qui peuvent se passer, mais il va en avoir eu beaucoup, là, des choses, puis de l'action. Il y aura même des coureurs qui seront plus dans le coup du tout pour le classement général. La particularité pour cette étape-là, c'est qu'il y a un enchaînement de montées vraiment très difficile. 2 cols de première catégorie, le col de Persoude, le col de Val-Louron-Azet, et on termine ça, belle arrivée au sommet, le col du Portet. Le col du Portet, ben, c'est une place où les coureurs vont vraiment pouvoir, encore une fois, augmenter leur avance au classement général. Et c'est ce qu'avait fait Guérin Thomas il y a 3 ans, quand il a remporté. C'est Quintana qui avait remporté en solo cette étape-là. Donc, c'est sûr qu'on peut s'attendre à voir un pur grimpeur remporter. Et le dernier col, le col du Portet, faut en parler parce que ça descend pas en bas de 8% d'inclinaison. Okay? C'est 16 km de long et c'est une finale brutale. Le dernier kilomètre est à 10% jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, non seulement il faut être assez frais pour faire une belle ascension, mais il faut avoir encore de l'explosivité à la fin si jamais on se retrouve avec 2-3 purs grimpeurs pour aller chercher la victoire. Mais l'enchaînement de ces 3 ascensions-là, ça va être vraiment du costaud là, pour la 17e étape. Je pense qu'il y aura plus grand monde de frais rendu là, non seulement parce qu'on est à la 17e étape, mais aussi parce Absolument. que après avoir enchaîné cette journée-là avec déjà 170 km d'impact, puis il te reste un 10 km à faire. La fin du Portet, c'est complètement brutal, là.
Charles, tu l'as fait. Ouais, ouais. Puis en fait, je sais Moi, que tu l'as fait c'est, aussi avec un de nos amis communs et la ouais, dernière portion a été ouais, réasphaltée récemment pour justement le 10% dont tu oui, parlais, Audrey. C'était pas OK. asphalté, c'était un espèce de chemin d'accès pour la montagne, la station de ski. Puis là, ça a été refait, question de rajouter une couche de brutalité à l'ascension, qui est très spectaculaire d'ailleurs. pour que ça aille plus vite encore. Ouais. Et Mais ça parlant va, de ça vitesse, va. la Oui, descente du Persourde vers Loudanvielle, c'est des grandes lignes droites. C'est un billard ouais. incroyable, mais ça va très vite. Là, les vitesses au-dessus de 100 km/h, c'est là que ça va se régler cette année. On Magnifique parlait endroit. de, tantôt quand on parlait du Ventoux, des longues rampes, là, tu sais, où tu as le temps de prendre vraiment beaucoup de vitesse avant d'avoir un virage en épingle, là, c'est vraiment ça, cette descente-là aussi. Ouais, puis c'est vraiment, c'est entre ces trois cols-là, la seule chose qu'il y a, c'est une descente. Ça monte longtemps, on descend, on remonte, on descend, puis même des fois dans une descente, si certains coureurs ont perdu un peu les roues, ben il va falloir revenir dans la descente, fait que ça peut ne pas être tout à fait de la récupération. C'est sûr que si t'es bien positionné, tout ça, tu vas maximiser ta récupération, mais des fois une descente là, faut quand même continuer à pédaler parce que après ça, si tu restes trop longtemps statique, tu commences le prochain col, c'est tout de suite l'acide lactique. Fait que tout ça, c'est des choses là, que les coureurs vont prendre en considération. Ouais, puis même les petites transitions qui ont l'air d'être du plat là, dans ce secteur-là, tu as souvent des espèces de 1%, 2%. S'il y a du vent, tout ça, là, puis que t'es pas bien Mm. protégé ou que tu es tout seul, là, ça peut être vraiment, vraiment long. Charles, après avoir souffert le martyre, il ressouffre le martyr dans les Pyrénées à la 18e étape avec un truc encore géant, là. Ça va être une belle fin de tour, hein, je Ouais, pense. ouais, ouais. Il y a une suite là, de deux cols majeurs, le Tourmalet et l'Eusardiden. C'est sur une petite étape, 130 km. Là, ça, c'est la portion repos. Euh, le Tourmalet, dans son accès est, fait 17 km, sauf que ils vont arriver de Bagnères de Bigorre, qui est quand même pas à la même altitude que le pied du col du Tourmalet. Donc au total, c'est 30 km de grimpe. La portion Tourmalet, bon, c'est le classique 17 km à 7%, mais ils n'arriveront pas frais au pied du Tourmalet. Les équipes vont avoir C'est roulé, quoi? c'est C'est sûr et entre certain. 2 et 5% là, la première portion, c'est ça, hein? Avant Exact. d'arriver là, dans le vrai col, là. Ouais, c'est ça. Et de se féliciter en redescendant le tout avant d'aller remonter l'Eusardiden, qui est quand même pas un camp de vacances non plus. Euh, on aura probablement une meilleure idée de ce que le classement général aura l'air rendu à ce moment-là. Encore peut-être une des étapes à viser Lusa... Ouais. pour le tour. Luz-Ardiden, c'est 13,3 km à 7,4%, là. C'est pour les costauds. Il va rester, pour ceux qui auront survécu, généralement ils survivent presque toujours maintenant, c'est rare les sprinteurs qui abandonnent le tour, c'est plus comme autrefois. Sauf peut-être certains qui diront, bon, ben, on aura peut-être des abandons plus liés aux Jeux Olympiques ou des choses comme ça, tu sais, à ce genre de choses-là. Mais bon, 203 km entre Mourant et Libourne, pas mal la dernière chance pour les sprinteurs. Et ensuite, le deuxième et dernier contre la montre individuelle entre Libourne et Saint-Émilion. J'en ai pas parlé tantôt. Le premier chrono, ça va probablement être l'occasion pour le classement général là, de bouger pour la première fois dans le tour. Et là, ça va être l'occasion de bouger pour la toute dernière fois dans le tour. J'aime bien avoir un contre-la-montre comme ça à l'avant-dernière étape. Moi, je trouve que c'est comme le moment de vérité. On en a eu un dramatique l'année dernière, là, vraiment spectaculaire. Là, c'est pas un chrono de grimpe ou comme l'année dernière. Il devrait y avoir moins de surprises, mais on peut s'attendre à voir probablement les mêmes favoris là, qu'on a vus là, parmi le classement général. Là. Encore une fois, les Roglic, les Pogacar, etc. On en parlera dans le prochain épisode, mais c'est des bons spécialistes. C'est pas des spécialistes, mais c'est des bons coureurs de contre-la-montre aussi là, qu'on peut s'attendre à voir très très bien Beaucoup de performer à ce contre-la-montre, hein, moment-là. Euh, ouais, et on finit on évidemment en a fait Paris mention plus aussi. tôt, mais Ouais.
L'année passée, on se disait que le tour avait été fait sur mesure pour Thibaut Pinot, qui n'est pas un spécialiste de la discipline. Cette année, il n'y est pas. Et il y a beaucoup de contre-la-montre. On ne sait pas ce qui est la poule et l'œuf, mais disons que ça tombe bien comme ça cette année. Mais voilà. Le premier contre-la-montre, c'est vraiment pour les spécialistes de la discipline, là. Ça va être pour des gars qui vont être capables de pousser un gros braquet. Comme tu as dit, David, c'est la première occasion là, d'aller faire une belle étape pour se placer au classement général. Première vraie bataille pour le classement général. Mais les purs grimpeurs, c'est pas toujours ceux qui ont les meilleurs contre-la-montre individuels. Fait que pour eux, ça va être important de bien faire quand même à la 5e étape. Peut-être plus dans l'optique, moins perdre le temps possible. Et dans le cas du deuxième contre-la-montre, mais l'avant-dernière étape, c'est sûr que là, à ce moment-là, si on réussit à creuser l'écart en montagne, ben là, ils vont pouvoir quand même essayer de maintenir ça la veille, mais c'est sûr que ça donne un peu toujours un suspense, un contre-la-montre la veille de l'arrivée à Paris. Puis, bon, est-ce que ça va être aussi intense et spectaculaire que l'année dernière? Ça, j'ai hâte de voir, là, mais ça va être dur à battre comme finale, là, parce que je pense, je sais pas pour vous autres, mais moi, je m'attendais pas à ce que Tadej Pogačar ait enlevé le maillot jaune comme ça, là. Il était à 59 secondes, si je m'abuse, de Roglic. En tout cas, à suivre, j'ai hâte de voir. D'après moi, Dumoulin et Van Aert ne s'attendaient pas non plus à ce que Pogačar prenne le maillot à ce moment-là. Leur visage dubitatif. Ah, ils avaient 2 faces d'enterrement, là, ouais. Mais bon, le premier contre-la-montre aussi. On voyait complètement le sourire, il était livide. Et j'allais dire que sur le premier contre-la-montre, ça va peut-être être l'occasion aussi de départager qui est le leader à l'intérieur d'une même équipe. Tu disais, Audrey, que c'est pas nécessairement le meilleur grimpeur qui est le meilleur contre-la-montreur. Il y a beaucoup de leaders par équipe. Je pense à Ineos, puis je suis en train de m'égarer en parlant des coureurs, là, mais il y a des trucs qui vont être intéressants à analyser à ce moment-là. Absolument. Parfait. Donc, Audrey, Charles, merci beaucoup de votre participation. Les auditeurs, évidemment, vous pouvez suivre le tour. Audrey, tu vas être là comme analyste sur FlowBikes. Donc, vous avez le choix, vous allez sur l'application. Vous pouvez y aller avec FlowBikes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est multiplateforme. Donc, si vous avez, par exemple, un Apple TV, vous pouvez télécharger l'application dans votre téléviseur, par la suite, dans votre Apple TV, c'est-à-dire, et par la suite, avec votre télé à la maison, suivre le tour en direct ou en différé, puis vous pouvez choisir l'option avec Audrey et Randy en français, donc, ou l'option en anglais, mais on vous suggère évidemment d'aller voir avec Audrey et Randy, voyons donc. Puis, vous pouvez le regarder le soir en différé, il y a des highlights, il y a toutes sortes de possibilités, mais vous pouvez aussi voir avec votre téléphone portable, télécharger l'application là-dedans, ou avec votre ordinateur, donc c'est vraiment le fun pour ça. Ça a vraiment révolutionner la façon dont on regarde cette course-là maintenant, en payant. Et on vous le rappelle, pay for what you love, payez pour ce que vous aimez, mesdames et messieurs. On vous invite évidemment à vous abonner à ce service-là pour évidemment suivre le Tour de France. Merci à FlowBikes, merci à vous deux et merci à vous toutes et tous qui êtes à l'écoute. Et on se dit à bientôt pour le prochain épisode où on va parler évidemment de qui sont justement ces prétendants pour le Tour de France cette année.